Bienvenue dans cette nouvelle édition de Appel Coach Amina où je reçois un invité spécial qui vient notamment parler des questions liées au retour au pays. Spécial à double titre. D'abord parce que oui, on va voir le parcours qu'il a fait pour revenir s'installer. Spécial aussi parce que c'est mon partenaire dans la vie et partenaire dans les affaires également. On a longtemps débattu, l'émission aurait pu être comment travailler en couple et réussir cet équilibre délicat entre la vie de couple et la vie professionnelle. Mais on a choisi le sujet du retour au pays parce que régulièrement, on reçoit des questions d'entrepreneurs qui se posent la question du retour et qui ont vécu longtemps à l'étranger. Donc pourquoi je l'ai choisi? Donc chef Aziz, je vais vous laisser vous présenter, mais également surtout parce que vous avez fait 20 ans aux États-Unis avant de choisir de revenir vous installer au Sénégal. On va vous inviter à vous présenter et nous dire déjà qu'est-ce qui vous a motivé, à part moi bien sûr, C'est la seule raison. à faire ce retour au Sénégal. Merci pour cette opportunité. Donc, je me présente, Aziz Agbopanzo, je suis promoteur culinaire et fondateur d'un groupe de cuisine qui s'appelle COAF, qui fait de l'événementiel culinaire à travers le monde. Donc, en cours, c'est ça ma présentation. Maintenant, c'est un sujet, bien sûr, très pertinent par rapport à beaucoup de gens que nous connaissons, par rapport à nos téléspectateurs, qui ont peut-être cette envie de revenir en Afrique et ont vécu, pour ma part, aux États-Unis et en France. C'est un ajustement, c'est un choix à faire. Pour moi, il est double également. Comme tu l'as dit, c'est aussi les raisons familiales. Donc, étant à Dakar et mes enfants, il était plus simple au lieu de faire la navette, parce qu'avant je faisais la navette entre les deux continents, d'être sur place, mais aussi par rapport aux ambitions que j'avais, de ramener des connaissances et des expertises que j'ai apprises à l'étranger pour venir développer différents pays africains. Et donc, c'est un peu un cumul de ces deux expériences ou de ces deux raisons qui ont fait que je suis revenu au Sénégal. Alors, je sais que pour beaucoup qui se posent la question, pendant longtemps, et je sais que tu l'as fait également, on se demande, est-ce qu'on peut avoir son activité au Sénégal et la gérer à distance, par exemple? Je ne le recommande pas du tout. Alors là, je vais le dire tout de suite, Ouais. je ne suis pas de ceux qui encouragent ce genre de choses parce que c'est très difficile Mhm. de gérer les choses au jour le jour à distance. Mhm. Les réalités étrangères, enfin quand j'ai étrangères et ont vécu à l'étranger, sont très différentes des réalités locales. Que ce soit avec le personnel, que ce soit, même si certains pensent en plaçant une caméra, qu'ils peuvent tout surveiller de leur salon ou de leur bureau ailleurs, non. Il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses, il faut être sur le terrain, il faut être là chaque jour pour vraiment faire en sorte que le déroulement se passe bien dans un business. Donc je décourage fortement. S'il faut peut-être graduellement préparer ça, oui, venir petit à petit, poser une brique après l'autre. Et après, quand on est prêt à ouvrir, selon le business, ça peut être dans la restauration, ça peut être dans le cosmétique, ça peut être dans différentes choses, mais de pouvoir venir, être là au début, vraiment tout sceller avant de se mettre à reculer, on va dire. Ça demande quand même quelques années avant de reculer. Ok. Donc, j'entends que il y a un défi qui est vraiment lié à la gestion, au suivi de l'activité. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile au début, quand tu es rentré, pour toi, dans le contexte sénégalais en particulier? Mais pour moi, tout d'abord, c'est d'abord la mentalité. Moi, je venais comme nombreux, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de feu en moi, de faire de belles choses, de travailler, que les choses aillent très vite. Ouais. Et c'est la lenteur administrative de beaucoup de choses, la bureaucratie, le système en fait qui est totalement différent. Le système anglo-saxon est très différent du système francophone, où c'est plus action, c'est plus résultat. C'est pas trop le process. Je dis pas qu'il n'y a pas de process, mais c'est juste que ça va un peu plus vite. Donc c'était cet ajustement d'abord pour moi qui était très lourd. Ensuite, c'est vraiment aussi le côté humain. Trouver des gens qui sont bien formés, des gens qui ont les compétences, des gens qui en veulent vraiment. On est souvent dans des cas
j'ai envie de dire, on a envie de soutenir des gens, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis qui sont dans le besoin d'une opportunité professionnelle. Et on se rend vite compte, on a souvent des déceptions aussi dans ce sens, au lieu vraiment d'avoir des gens qui, oui, sur papier, ont de l'expérience, ont fait des formations, et dès qu'on les met dans les situations, on regrette un peu et on est un peu coincé parce que c'est le social qui joue. À l'étranger, on sera avec des gens avec qui on n'a pas nécessairement d'affiliation, Oui. donc on peut facilement les laisser partir. Mais là, il y a toujours le côté, la tata, la maman, le tonton, qui va venir te dire, c'est mon fils, aidez-le, etc., etc. Donc, je pense que ces points-là, déjà, pour moi, ont été très, très, très difficiles. Et continuent de l'être aussi, même à ce jour. Mais on apprend à s'adapter et à vite, en fait, en tirer des leçons positives aussi. Ok. Donc, j'entends lenteur administrative. Donc, les choses ne respectent jamais le plan qu'on a eu à mettre. J'entends également différence dans la mentalité, le mode de fonctionnement des gens, l'aspect social finalement, quand on parle de la présence de la famille qui vont mettre de la pression pour recruter une personne ou un autre. Concrètement, qu'est-ce que tu as dû faire justement pour gérer, pour contourner ces difficultés-là? Je pense que bon, on a dû tous les deux s'armer de beaucoup de patience, en ayant appris et découvert ces challenges. On a appris à compter sur nous-mêmes. Bon, en ce qui nous concerne, hein, on a appris à compter sur nous-mêmes. On avait des outils qu'on savait nous-mêmes utiliser. C'était pas attendre en fait vis-à-vis que ce soit la bureaucratie. C'était pas attendre, c'est peut-être agir ou trouver une alternative. Compter sur nous-mêmes. Vraiment, je pense qu'on a beaucoup. Et aussi de faire des choix pas sociaux, des choix vraiment techniques. Faire des interviews, voir des gens, est-ce que cette personne peut nous mener, quand on cherche du personnel, vers notre objectif ou nos objectifs. C'est aussi s'entourer de gens aussi capables, vraiment vite identifier des personnes qui ont le même mindset, qui ont le même état d'esprit que nous, pour pouvoir avancer dans nos différentes activités. Donc, dans mon cas, ça a été différent parce que j'ai été aussi d'abord, j'ai travaillé après mes études à l'étranger avant de rentrer, m'installer. J'ai d'abord été salariée pendant longtemps avant de décider de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, le fait d'être salariée m'a permis de vraiment me réintégrer, de mieux retrouver le contexte. Et je pense que souvent, ce qui peut être difficile, c'est à quel moment est-ce qu'on revient finalement? Quels sont les éléments qui aident à déterminer que, OK, là, c'est le bon moment? Parce que souvent, il y a toujours cette hésitation. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que j'attends encore? Pour ma part, je n'ai pas été salarié au Sénégal. J'ai jamais travaillé, recevoir une fiche de paye au Sénégal. J'ai été entrepreneur toujours au Sénégal ou en Afrique. Je pense que le bon moment se joue sur les finances. Il faut savoir ou avoir assez dans sa caisse, on va dire, pour que le projet ou les choses que nous voulons dérouler, on a assez les reins solides ou les bourses pleines, en fait, pour pouvoir se préparer et travailler dans ce sens. L'avantage que nous avons, c'est que on rentre chez nous. Nous ne sommes pas dans un contexte de location ou de devoir chercher un véhicule. Donc, tous ces besoins, peut-être, que chaque individu a tous les mois de gérer loyer, eau, électricité, sont des besoins normaux, mais pour nous, nous avons enlevé, on va dire, ces charges. Donc, ça facilite une grosse partie. Donc, ça, c'est bien sûr dans notre contexte. Mais quelqu'un qui doit revenir, mais doit aller chercher un appartement ou une maison louée a peut-être différentes contraintes. Donc là, déjà, c'est ça. Donc, c'est le côté financier, de savoir est-ce que l'idée ou les projets que nous avons, nous pouvons les faire ensemble. On sait aussi qu'il y a eu bien sûr un déséquilibre parce que moi je viens, toi tu as des choses tournées beaucoup plus pour toi. Moi j'arrive avec un peu d'économie, mais il faut quand même injecter de l'argent pour pouvoir avancer. Donc il y a ce soutien que nous avons ensemble financier de s'entraider parce qu'on croit au projet que nous sommes en train de faire. On y croyait, on y croit toujours. Et on le voit fleurir, donc ça aide. Donc le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est savoir qu'on a assez peut-être sur, on dira au moins 2 ans, 3 ans d'épargne ou de finances qui peuvent supporter le poids non seulement familial et le poids, pas financier, mais le poids business, pour que
S'il y a un couac, bon, on se dit, OK, on a prévu ça. Mais pas vraiment se lancer avec zéro et se dire, si Dieu le veut, Inch'Allah, comme on dit, que ça va aller. Non, ne pas se mettre dans ces situations-là, bien qu'on veut que Dieu nous aide, mais pas se lancer à l'aveuglette. Je pense que sur cette question précise, hein, il y a une différence entre les hommes et les femmes, dans le sens où en ayant été une femme, maman à l'étranger, les éléments qui ont vraiment joué dans mon choix à l'époque de rentrer, c'était déjà la qualité de vie, le cadre que je pouvais offrir à mes enfants. Ce qui avait été déterminant, je me souviens, hein, c'était les premiers signes racistes que les enfants pouvaient connaître à l'étranger. Et pour moi, un élément fort, c'était je veux pas que mes enfants grandissent en ayant été une minorité. Aussi parce que j'ai pas connu ça. Je pense que peut-être ceux qui ont connu ça, qui ont grandi en France et autres, savent gérer ce discours-là. Mais moi, à la base, ayant grandi au Sénégal, je savais pas gérer ce discours Black is beautiful pour les enfants. Je disais non, je veux qu'ils grandissent sans se poser de questions. Pas de discrimination. Donc, cet élément a beaucoup joué et qui a joué sur le fait que j'étais prête à gagner moins, mais quand même avoir un cadre, avoir des cousins, avoir des cousines pour les enfants. Donc je pense que là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que oui, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Donc une méthode que j'ai eu à utiliser, c'était d'abord chercher un travail qui me permettait de couvrir toutes mes charges. Donc mon travail, je l'ai cherché à l'époque en étant au Canada. Et c'est après avoir eu ce salaire-là que j'ai décidé que, OK, je rentre m'installer. Ce qui permettait, oui, le niveau de baisser sur l'aspect monétaire, mais après, il y avait de l'aide, il y avait quelqu'un pour faire à manger, il n'y avait pas besoin de courir à la garderie pour récupérer l'enfant à 18 heures. Les enfants et autres. Donc, je pense que tu soulignes un point très important qui est, vous pouvez rentrer, mais pas gagner autant. Pas imaginer le salaire, je sais pas moi, d'un manager dans une banque et s'attendre au même salaire ici, ou même dans le même type de travail. Donc il faut savoir en fait un peu descendre, en anglais lower your expectations, réduire tes attentes, c'est ça, pour ne pas s'attendre vraiment. Mais parce que le coût de la vie aussi est différent. On a beaucoup plus d'aide dans une maison. Il y a la nounou, il y a les parents, il y a les grands-parents, parfois, ça dépend du contexte, mais on est mieux encadré plutôt qu'à l'étranger où on est seul. On est juste papa, maman, ou papa, juste maman, ou juste papa. C'est un peu difficile souvent de gérer ces réalités. Et le coût de la vie aussi n'est pas le même. Donc, voilà deux options, en fait, finalement, deux choix différents qu'on a eu à faire. Pour moi, c'était d'abord donc être salarié, ce qui m'a permis effectivement de bâtir un réseau, rencontrer du monde, et ensuite me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc toi, tu es arrivé directement en mode entrepreneuriat. Tu es plongé dedans. Plongé dedans. Et donc pour certains qui nous écoutent, l'option c'est de dire ok, je suis déjà dans un certain poste, je veux rentrer, j'ai cette idée de business, je suis sûre que ça peut marcher. Souvent, une des grosses difficultés, c'est comment je reconstruis un réseau. Parce qu'on le sait que quand on est à l'étranger, on a travaillé 20 ans, on a comme ça un écosystème que l'on connaît bien, que l'on maîtrise. Quand on rentre, on reste sur le cas du Sénégal, hein, parce que c'est ce qu'on connaît. Comment on fait pour se recréer un réseau, un cadre? Qu'est-ce que tu en Bon, ça prend du temps. Pour ma part, j'avais déjà, bon, à travers ce que je fais, j'ai une communauté. Donc, j'avais déjà bâti une communauté par rapport au travail que je fais, tout ce qui est culinaire. Pour revenir sur comment tu as bâti cette communauté. Donc, j'ai communauté, maintenant il y a 12 ans, ça fait 12 ans, c'était sur les réseaux sociaux, sur Facebook, une communauté qui s'appelle Coaf, donc que j'ai créée. Et à la base, c'était juste moi, cuisinier, qui postait. Il n'y avait pas encore de blogueuses et d'influenceuses et tout ça, là. Donc, j'étais la personne qui nourrissait ma communauté. Et la majeure partie, j'ai 12 000 membres, par exemple, au Sénégal. Donc, avant de venir. Donc, au moins, je savais qu'il y avait une base de gens que j'avais développés. Peut-être pour des gens, bon, moi, c'est dans mon contexte culinaire, mais chacun avec son contexte. Peut-être c'est aussi de voir au travers ses amis, ses affiliations familiales, comment rebâtir, comment
tisser des liens, ou renouer des liens Mhm. avec ces gens-là. Donc pour moi, c'était ça qui m'a aidé. Et comme je disais, moi, je faisais des va-et-vient. Donc je ne suis pas venu d'un coup, j'ai pas pris mes valises et j'ai débarqué. Donc je venais tous les 3 mois. Mhm. Et en venant, ce que j'ai pu faire, c'est que j'organisais des événements, des petits Ok. événements. Donc je Mhm. faisais des petites sessions, des after-work et des choses comme ça, des ateliers, en faisant les allers-retours. Donc Mhm. ça a permis tout d'abord de planter un pied ou planter une graine Oui. et la laisser pousser tout doucement. Mhm. Et ensuite de revenir maintenant, quand j'ai décidé de revenir, j'étais installé, j'ai déjà bâti ce réseau. Ok. Donc j'encourage les gens, bien sûr, à leur manière de trouver Mhm. comment bâtir ce côté réseau avec des gens locaux. Ok. Alors, effectivement, les réseaux sociaux Mhm. t'ont permis de rester en contact avec les gens sur place. Donc ça, c'est une première méthode. Deuxième méthode, tu l'as expliqué, tu revenais souvent. Mhm. Donc, c'est comme si c'était vraiment progressif. Mhm. D'abord, c'était revenir en vacances. Après, c'était revenir tester finalement le produit que tu allais Mhm. lancer après, avant que ça prenne et de décider de t'installer. Mhm. Pour quelqu'un qui n'a pas de réseau, ou imaginons un Ivoirien qui trouve le Sénégal intéressant et qui Mhm. veut s'installer au Sénégal et qui n'a pas de communauté, qui n'a Mhm. pas de réseau, qu'est-ce que tu conseilles? Bah, je conseillerais peut-être la voie que tu as choisie, qui est de trouver un boulot normal, traditionnel, pas nécessairement dans l'entrepreneuriat, d'avoir un salaire et de commencer justement à s'acclimater, non seulement, surtout dans un contexte même dans l'Afrique, hein, venir d'Abidjan, Abidjan, c'est pas Dakar, donc c'est venir s'acclimater, avoir un boulot normal, comprendre le pays, se faire un réseau, et ensuite peut-être, Avant de se lancer voilà, avant de se directement lancer. dans Bon, l'entrepreneuriat. pour ma part, même avant de me lancer, je veux dire, je travaillais à plein temps dans une université américaine et je cuisinais le soir, donc j'avais une double vie. Donc la personne peut avoir un peu cette double vie au Sénégal ou ailleurs, en Afrique, où elle travaille le jour, quel que soit l'établissement, Et et elle teste un elle peu teste, voilà, tout l'activité. doucement son activité virtuelle ou en présentiel, ou les week-ends, donc c'est à elle de voir selon l'activité, mais un peu créer cette double vie qui va créer peut-être cet effet où là c'est la partie salariale, là c'est la partie entrepreneur, et après ça fait ça. Et quand on atteint ce cap où on voit qu'on gagne plus ici Ouais. et on lâche ici, il faut vraiment maintenant développer la partie entrepreneuriale. Ouais. Tu dirais que, donc tu as mentionné le travail que tu as eu à faire aux États-Unis. 20 ans aux États-Unis, qu'est-ce que ça t'a donné comme atout? Ou est-ce que ça t'a donné un handicap? Je ne sais pas, tu me diras, pour réussir ton intégration au Sénégal. Ben, ça m'a donné beaucoup d'outils, en fait. Et j'utilise souvent cette analogie, c'est que c'est comme un plombier qui a une ceinture. Typiquement, les plombiers, ils ont une ceinture. Et ils ont des outils. Ils ont un Les marteau. plombiers aux États-Unis. Oui, bon, les plombiers aux États-Unis. Peut-être pas les plombiers en Afrique. Bon, ils ont des outils, ok? Ils ont des outils, ils ont une pince, ils ont plein de trucs autour. Ouais. En fait, les États-Unis m'ont appris à avoir différents outils. Que ce soit dans la manière de travailler, que ce soit dans la rigueur, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans le temps, que ce soit dans la vision, dans la discipline. Donc toutes ces choses-là, je les ai accumulées. Et maintenant, arrivant ici, n'ayant pas à travailler comme un salarié au Sénégal, c'était maintenant de ressortir ces outils et selon les situations, m'adapter. Savoir est-ce que je sors le marteau parce qu'il faut taper fort ou est-ce que je sors le tournevis parce qu'il faut y aller doucement. C'est un peu ou la balance. Enfin, c'est un peu ressortir ces outils-là. C'est ce que les États-Unis m'ont appris, tout en restant. Mais je sais que par rapport aux gens, je suis très agressif, pas agressif en termes de force, mais je vais vite. Et pour les gens, en plus cette lenteur humaine, hein, pas, j'ai dit administrative, mais aussi dans la manière de faire. C'est comme aller entre les gens de province et les gens de la ville. Il y a une autre dynamique qui s'installe. Donc pour moi, ce sont ces outils-là que j'ai utilisés, que ce soit l'avancement technologique, les outils que j'ai appris à utiliser, les techniques aussi commerciales, les techniques marketing que j'utilise dans ma vie aujourd'hui. L'autre élément aussi, si les gens peuvent le faire, c'est voyager. C'est pas seulement l'Amérique qui m'a apporté. Nos voyages en Asie, nos voyages en Afrique ont à chaque fois été des moments où on a capté des choses comme des screenshots ou comme des captures d'écran pour les garder dans nos esprits et après voir comment les insérer. J'étais toujours ébloui par
l'avancement de la Chine. Quand les QR codes commençaient, Oui. il n'y en avait pas encore ici. Moi, je les ai vus, j'étais étonné. Je dis, ah, et c'est là, c'est le futur. Donc, il y a un peu ça aussi qui joue beaucoup sur les outils qui m'ont aidé à rentrer, mais aussi à me servir de ça à travers ce que je fais aujourd'hui. Je me rappelle que ce matin, j'ai dû te retenir d'envoyer un message à 6 heures du matin Oui. de relance. Donc oui, effectivement, sur cette partie-là, il y a, ça se gère, j'ai envie de dire. C'est vrai que le fait d'avoir voyagé, en fait, là où c'est intéressant, c'est que ça nous apprend à nous adapter, à ne pas chercher non plus à avoir exactement les conditions, le contexte, ou aussi à ne pas complètement être frustré quand les choses ne se passent pas comme on s'y attendait. Donc parfois, parce que c'est ça qui se passe aussi. Comment gérer cette prise de conscience finalement quand on arrive que on avait un plan, on avait prévu que les choses allaient se passer de telle manière, et comme je le dis, ça se passe rarement comme prévu. Qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là? Parce que peut-être qu'il y en a qui nous regardent, qui ont fait ce choix et qui pas qui regrettent, mais qui sont au bord, ou en tout cas qui sont dans le questionnement. Bon, moi, ce que j'ai tout de suite vu en revenant en Afrique, c'est que il y a beaucoup d'opportunités. Et il faut savoir être patient, parce que l'avantage d'un pays comme les États-Unis ou la France ou ailleurs, c'est que c'est très saturé. Il y a plein de gens qui font ce que vous faites. OK? Tandis qu'ici, vous pouvez innover. Vous pouvez innover, apporter quelque chose de nouveau. Mais il faut être patient. On peut être vraiment au bord du précipice, on va dire, et vouloir craquer. Et peut-être c'est le lendemain qu'on aurait ce contrat ou cette chose qu'on attendait, cette opportunité avec un vendeur ou qu'on attendait depuis longtemps. Pour moi, c'est vraiment s'armer de patience. Parce que ce que je vois aujourd'hui par rapport à ce que je fais, aujourd'hui ayant créé un concept qui est dans 3 villes aujourd'hui, en 4 ans, non, même moi, oui, en 4 ans, c'est incroyable. Quelqu'un d'autre peut-être à l'étranger au prix de 10 ans pour faire ça. Donc là où certains éléments un peu petits prennent du temps, on peut faire beaucoup et grand très vite. En termes d'impact. En termes d'impact aussi. Parce que là, aujourd'hui, je peux dire que ce que nous faisons, au Sénégal par exemple, les gens connaissent notre concept. C'est allé très vite. On a commencé en 2002 à déployer le Dakar Restaurant Week. Aujourd'hui, les gens le connaissent. Donc, c'est pas quelque chose qui a pris 10 ans à apprendre. Tandis que si j'étais un pays où il y a 300 millions d'habitants, ça va prendre du temps quand même pour que les gens 300 millions d'habitants me connaissent. Donc, c'est un peu ce jeu-là. Je pense qu'il faut s'armer de patience. Vraiment, il faut s'armer de patience. Après, ça revient aussi aux finances. Est-ce que l'attente est trop longue? Est-ce qu'on a dépassé les épargnes et il reste plus rien et on a envie de retourner? Ça arrive, hein. Je pense qu'il y a des gens pour qui, et je le dis, c'est comme quand on dit tout le monde ne peut pas être entrepreneur, et il y a des gens pour qui être salarié, c'est bien. Ils n'ont pas besoin d'être entrepreneurs. Donc dans ce cas aussi, revenir pour certains, c'est très bien. Ils peuvent réussir. On a vu plein de gens réussir. Mais pour certains aussi, malheureusement, ce n'est pas peut-être la meilleure option. Ils ont essayé, mais au moins ils se sont donné le courage d'essayer. Et même s'ils retournent, je pense qu'ils vont apprendre de leur expérience et rentrer avec des nouveaux outils. Voilà, mieux préparer ça peut-être. Parce que bon, on a tous des racines africaines, la majeure partie, je pense, des gens qui nous regardent. Le retour peut vouloir dire plusieurs choses à différentes personnes. Mais il est important quand même de s'armer de patience. C'est vraiment ce... Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Si c'était à refaire, je suis revenu plus tôt. Parce que bon, il y a les challenges qui auraient été les mêmes, mais j'aurais voulu, je me dis, waouh, si j'étais venu il y a 3 ans plus tôt ou quelque chose comme ça, je serais venu plus tôt. Mais je pense que je ne regrette pas une seconde ce que je fais ou ce que. Et il y a même des opportunités maintenant de reconnecter avec d'où je viens. C'est ce qui est intéressant parce que là maintenant c'est là-bas qui m'appelle pour venir faire des choses alors que j'étais là-bas. Donc c'est un peu l'ironie. Mais si c'était à refaire, je pense que peut-être que je serais venu plus tôt. J'aurais pas retardé, j'aurais pas le côté familial, pas que j'aurais pas voulu te voir plus tôt, mais le côté, je pense le côté business, on aurait pu beaucoup plus faire, plus vite, plus tôt, connaissant les lenteurs et aussi les contextes politiques et autres. Donc je pense que ça aurait été intéressant. Ok. Tu parles justement, et il y a une phrase que tu dis souvent, c'est
toutes les expériences que tu as eu à avoir, finalement, tu capitalises tout ça dans ce que tu fais aujourd'hui. Et du coup, est-ce que, enfin, je connais la réponse, mais je pose la question pour les gens qui ne connaissent pas, oui. Est-ce que c'est garder un pied à l'étranger et en même temps ici? Parce qu'il y en a qui disent, bon, je lâche pas complètement l'appartement, mais je reviens s'installer. Est-ce que ce serait donc venir et être à 100% ou garder les deux un peu actifs en même temps? Non, il faut couper les ponts. Il faut couper les ponts. C'est difficile, mais il faut couper les ponts. Maintenant, il y a toujours l'option pour certains qui ont une double nationalité ou des choses comme ça, l'option de retourner. Mais je pense que il faut se lancer à 100%. Le faire à moitié, on n'y est pas. Il faut le faire avec passion. Si vous faites avec passion, et c'est pas une question d'argent aussi, c'est une question de vouloir réussir quelque chose, avoir un impact, réussir ce qu'on a en tête, son projet. Donc c'est vraiment ce que ça demande. On peut pas avoir un pied ici, un pied là-bas. Maintenant, on peut y aller en vacances, des choses comme ça. Mais je pense que parce que justement, la gestion, le day-to-day, enfin les activités journalières demandent énormément de présence, quoi. Comme je disais au début, on peut pas suivre un truc ou suivre son business à travers une caméra de son salon à Montréal, quoi. Il faut être là. Il y a des choses qu'on verra pas. Donc c'est ce que je peux dire. Non, il faut être là à 100%. Ok. Je pense que ça conclut l'essentiel des questions que j'avais sur le retour au pays et que je voulais partager sur cette thématique-là. Si tu avais un top, je sais pas, top chiffre que tu veux, de conseils à donner à quelqu'un qui veut revenir s'installer, ce serait quoi? Ben, top, c'est d'abord il faut se préparer. Il faut vraiment se préparer, ne pas se jeter tête baissée. Il faut préparer le terrain, soit en venant, en faisant des allers-retours, ou bien vraiment étudiant le marché, faire du benchmarking, vraiment étudier le marché par rapport à l'idée qu'on veut faire, parce que tout ce qui marche à l'étranger ne marche pas forcément ici. Souvent, il y a cette notion que mais ça va être génial, cet outil, je veux l'amener, ça va marcher, et tu arrives, oups, ça marche pas. Les contextes ne sont pas les mêmes. Ça remet beaucoup de patience, ça, il n'y a rien à faire. Connaître les bonnes personnes aussi, c'est beaucoup de réseautage, pas du réseautage réseaux sociaux, mais connaître les bonnes personnes. Souvent, c'est des communautés dans lesquelles il faut se faire connaître à travers les amis, à travers la famille. C'est un peu tout ce travail que ça demande. Vraiment, et vraiment avoir aussi quelqu'un, comme dans notre cas, un support familial. Donc je pense qu'on est là l'un pour l'autre. Quand ça va pas, on va vers l'un vers l'autre. C'est bien d'avoir quand même un support, un conjoint ou quelqu'un qui peut vous soutenir aussi dans ces moments-là, parce que c'est pas facile, mais c'est faisable. Merci beaucoup pour ce beau partage. Je suis totalement objective quand je dis ça. Et pour ceux qui nous écoutent, je dis donc à la prochaine fois pour le prochain épisode d'Appel Coach Amina.